Bienvenue dans Le Citoyen, le podcast où la psychologie rencontre la société et où l'on explore nos comportements individuels pour mieux comprendre les grands mouvements collectifs qui nous entourent. Quand nous ne partageons plus la même réalité, le dialogue devient impossible, nous avons besoin d'un minimum de consensus sur le monde pour s'entendre. Il fut un temps pas si lointain où, malgré les divergences politiques, religieuses ou culturelles, se partageait malgré tout un socle minimal de repères. On ne croyait pas tous à la même chose, mais on parlait quand même du même monde. Il y avait des faits communs, des événements vécus collectivement, des références partagées. Aujourd'hui, ce socle semble se fissurer doucement mais sûrement, ou en tout cas, il s'amenuise. Avec l'essor des réseaux sociaux, de la désinformation et des algorithmes de personnalisation, chacun peut désormais habiter un univers parallèle d'information. Un univers qui correspond à ses attentes, à ses biais cognitifs, mais surtout à ses émotions. Car c'est bien cette société émotionnelle et non réfléchie vers laquelle nous nous dirigeons sans le moindre doute. Dans cet univers, les faits ne sont plus nécessairement les mêmes, et l'autre, celui qui vit dans une autre réalité, devient incompréhensible, voire même menaçant. Et c'est là que réside le danger. Quand la réalité se fragmente, ce n'est pas seulement la conversation qui disparaît, c'est aussi la confiance, la coopération et au final, le tissu social lui-même. Dans cet épisode, je vous propose de prendre conscience et de réfléchir à comment cette fragmentation a pu s'installer. Nous verrons les mécanismes psychologiques et technologiques qui redessinent notre rapport au vrai et surtout ce qu'il est encore possible de faire pour recoller les morceaux. Donc, qu'est-ce que la réalité partagée ? C'est un petit peu cette colle invisible des sociétés. Historiquement, les sociétés se sont construites autour de narrations collectives, des mythes fondateurs, des institutions, des dates et événements historiques que tout le monde connaît, plus ou moins, mais surtout partage. Pas besoin d'y croire tous de la même manière, il suffisait d'en avoir entendu parler, d'en reconnaître l'existence et accepter de s'y inscrire peu ou prou pour que le groupe soit un tant soit peu homogène. Benedict Anderson parle de communauté imaginée, des ensembles humains unis par une même perception du monde, qu'ils soient ou non d'accord sur tout. La France de 1914, les États-Unis de l'après-guerre et j'en passe, de nombreuses sociétés avaient des clivages forts, mais elles partageaient une trame commune. Sans cette base, le débat devient impossible. Imaginons deux personnes qui parlent de la météo, mais l'une vit dans une région où il pleut sans cesse et l'autre dans une région où il fait tout le temps soleil. Comment peuvent-elles planifier un pique-nique ensemble ? Cette métaphore simpliste illustre parfaitement le problème. Sans accord minimal sur les faits, toute conversation se transforme en conflit sur la réalité elle-même. Alors que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux, dans mon exemple simpliste, ont raison. Seulement, ils parlent depuis leur propre place d'une réalité objective. Et si on n'accepte pas, si on ne tolère pas, si on ne peut pas se représenter que l'autre est effectivement une réalité objectivement différente, on la laisse aux portes de la nôtre de réalité. On rejette cette réalité de l'autre alors qu'elle ne réfute même pas la nôtre. Elle la complète. Une réalité partagée accepte les différences et crée des points de rencontre. Refuser la réalité de l'autre, c'est en interdire le partage et les chevauchements. On crée des bulles pour chacun, des bulles de certitude. Et ces bulles cognitives, eh bien, c'est aujourd'hui un petit peu l'architecture invisible de nos écrans. Avec l'explosion des réseaux sociaux, l'accès à l'information est devenu infini. En théorie, cela devrait nous rapprocher, plus d'union, plus de perspectives, plus de dialogue, mais en pratique, c'est l'inverse. Les algorithmes ne sont pas conçus pour nous donner une vision équilibrée du monde. Leur objectif n'est pas la vérité, mais l'engagement. Cet engagement, il se trouve par la valorisation momentanée, pour ne pas vous brusquer, ne pas vous faire fuir des contenus, donc ne pas vous faire fuir des plateformes, et donc ne pas vous faire fuir et louper les publicités. Et pour capter notre attention, rien de mieux que de nous montrer ce qui nous conforte ou nous scandalise. Nous proposer d'appartenir à des groupes justement qui nous confortent pour pouvoir mieux se liguer contre les groupes qui nous scandalisent.
Elie Parizet dans The Filter Bubble, désolé pour mon anglais, a montré comment ces bulles de filtre créent un cocon informationnel. On voit ce qui conforte nos croyances et on évite ce qui les contredit. Sur Facebook, si vous cliquez sur un article niant le changement climatique, l'algorithme va vous proposer davantage de contenu du même genre. Surtout si vous y avez passé un certain temps, il mesure tout ça. Sur YouTube, regarder une vidéo conspirationniste peut en appeler d'autres encore plus extrêmes. Et c'est pareil pour le sexisme, pareil pour le racisme, pareil pour les contenus pour adultes. Résultat, plus on reste dans une bulle, plus l'extérieur semble irréel, voire hostile. Et l'on en arrive à ce nouveau paradoxe où chacun a l'impression d'être rationnel, formé, mais chacun vit cloîtré dans son monde avec sa proto-réalité. Alors, je sais plus si c'est toujours le cas, mais avant, sur YouTube, on pouvait effacer tous les historiques et cookies, et ça permettait de réinitialiser, entre guillemets, son algorithme. Mais maintenant, les données sont tellement partagées et vendues que je crois même plus que ce soit possible, en fait. Du coup, avoir accès à l'autre information, au contre-argument, il n'y a que vous, aujourd'hui, qui puissiez le faire, à la main, si je puis dire, dans les barres de recherche. Allez chercher ce qu'en disent les autres. Continuez de côtoyer ses amis réels, j'insiste, et même et surtout s'ils ne sont pas d'accord avec vous et que vous pouvez avoir des discussions respectueuses et ouvertes. Il est aussi bon de s'inscrire sur des groupes qui ne partagent pas votre avis ou qui ont une autre vision. Leur critique vous fait alors écho et nous pousse aussi à toujours augmenter le champ des possibles, affiner nos conclusions et notre esprit critique, ce qui n'est pas du luxe quand c'est d'abord et avant tout la réaction passionnée qui est visible et véhiculée aujourd'hui. Parce que notre réalité ne se construit pas seulement sur des bases logiques, objectives et des faits, elle se base aussi grandement sur l'émotion, sur le vécu émotionnel, sur les traces que ça laisse sur le plan intellectuel, cognitif et de notre personnalité. Donc, la désinformation aujourd'hui est aussi une économie de l'émotion. Ce qui se vend, c'est ce qui choque. Parce que nous avons un biais cognitif bien documenté et qui se retrouve chez tout un chacun, c'est le biais de confirmation. Notre esprit, il est limité, il est constitué de façon à ce qu'il soit plus économique sur le plan cognitif, d'accepter plus facilement une information si elle confirme ce que nous croyons déjà, même si elle est fausse. Il y a de plus en plus d'études très célèbres, et notamment celle de Vossoughi, Roy et Harral, qui est parue dans Science en 2018, qui montre que les fausses informations se propagent sur Twitter 6 fois plus vite que les vraies. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent plus surprenantes, plus émotionnelles et plus choquantes. Et sur Internet, l'économie repose sur l'émotion. La peur, la colère, l'indignation retiennent bien mieux l'attention que la nuance ou l'analyse posée de quelqu'un qui est expert dans son domaine. Ça, les plateformes le savent et le mettent bien évidemment dans leurs algorithmes, et elles optimisent leur fonctionnement pour maximiser ce type de contenu, car plus d'émotions égale plus de clics, égale plus de revenus publicitaires. Résultat, dans cet écosystème, la vérité perd toujours contre le sensationnel. Une image ou un titre choc vont convaincre un raz-de-marée de personnes, alors qu'un texte construit et qui pose des arguments solides point par point, c'est coûteux en temps, en énergie et en réflexion. Pendant que vous lisez un article dans son intégralité pour apprendre ou comprendre un sujet, 10, 20, 50, 100 personnes en même temps auront vu un titre plus accrocheur et en auront déjà conclu ce qui va dans le sens de leur croyance initiale. Donc, dans la continuité de ce que nous disions dans le dernier podcast, c'est la rapidité qui nous met la plupart du temps sur les mauvaises pistes. Notre cerveau doit avoir le temps d'apprendre, de chercher, de penser, de faire réduire la charge émotionnelle. Sans ce temps long, nous confortons et solidifions notre bulle. Et j'irai donc jusqu'à dire que cette bulle alimente notre mal-être et notre solitude. Le risque au niveau social, c'est d'être d'une divergence, mais que cette divergence mène à une fracture. Parce que quand chacun vit dans un univers d'informations différents, les discussions publiques deviennent stériles, on ne parle plus de la même chose. Aujourd'hui, regardez à la télévision, dans les radios, dans les journaux, sur les réseaux, franchement, changer d'avis est devenu synonyme de faiblesse.
Alors que ça devrait être l'inverse. Nous devrions quand même pouvoir changer de point de vue au gré des informations pertinentes qui se présentent à nous. C'est quand même la base de tirer de l'expérience des uns et des autres, de tirer de l'expérience de la science, de tirer de l'expérience de tout un tas de choses, peu importe. Le but, ce serait quand même d'évoluer, le but, ce serait quand même de pouvoir se dire que les informations que nous apportent les autres sont là justement pour nous faire progresser, pour que notre capacité de réflexion soit de plus en plus riche, parce que de toute façon, on ne peut pas se dire à un moment donné, c'est bon, j'ai compris. Mais quel que soit le domaine, on a toujours à en apprendre. Et la plupart du temps, ça peut être les personnes qui sont complètement novices dans un sujet, qui par leurs questions vont nous montrer à quel point, bah, en fait, ce qu'on pensait qui était acquis ne l'est pas forcément. Moi, j'aime beaucoup discuter avec mes enfants pour ça, parce que ben, ils ont toujours des questions qui peuvent paraître naïves, mais quand on veut vraiment bien expliquer, on se rend compte que finalement, on sait pas si bien que ça, et que donc du coup, on manque d'éléments pour pouvoir leur expliquer ça comme il faut. Donc cette humilité, je trouve que ça ferait du bien qu'elle se retrouve à nouveau dans le débat public, dans les commentaires et tout, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc nous devrions quand même pouvoir changer de point de vue au gré des informations pertinentes qui se présentent à nous. Le paroxysme date quand même du Covid, il me semble, où toutes les personnes compétentes, et là je parle des médecins, etc., mais aujourd'hui c'est dans tous les domaines, mais ils pouvaient presque plus faire entendre leur expertise. Depuis, tout le monde peut argumenter sur tout, sans compétence, depuis un soi-disant pied d'égalité. Il y a aussi la confiance dans les institutions qui s'érode. Les médias mentent, entre guillemets, hein, je cite, les médias mentent, la société est achetée, etc. Alors là, on touche quelque chose qui moi m'énerve un petit peu, c'est euh, là où c'est encore plus vicieux, c'est que les médias s'ils n'avaient pas fait l'apologie de la débilité depuis la télé-réalité, que nous avions eu que des gens de valeur qui ont réellement accompli des grandes choses, on aurait encore confiance en eux. Mais maintenant, de mettre une Nabila sur le même plateau qu'un Étienne Klein, admettons, eh ben, malheureusement, il y en a quand même une, quand elle parle, ben, il y a une majorité qui va la comprendre, et donc qui peut l'écouter. L'autre, il n'y a qu'une partie moindre qui pourra suivre son raisonnement, et bref, on va beaucoup plus avoir de personnes qui seront capables d'avoir entendu le discours d'une Nabila que le discours d'un Étienne Klein ou de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine et qui va avoir un discours beaucoup plus érudit. Donc ça, je trouve que avant même les réseaux sociaux, euh, la porte d'entrée de la débilité, je crois que ça a été la télé-réalité, et je regrette vraiment ça personnellement que aujourd'hui on mettre autant en avant des personnes qui n'ont rien accompli, qui n'ont rien réussi, qui n'ont pas fait de grandes choses pour nous inspirer, mais qui montrent qu'on peut gagner de l'argent, être populaire, être visible, être suivi, juste même si on est complètement stupide et qu'on dit des bêtises à longueur de journée. Je trouve ça très dommage pour moi. On parle souvent des réseaux sociaux, mais je pense que la télé-réalité, c'était déjà un bon pied dans la porte qui a amené tout le reste, quoi. Et bref, si la science, elle est achetée aussi, bah, c'est peut-être qu'elle n'a pas assez de ressources pour ne pas l'être. Donc il faudrait aujourd'hui être suffisamment éduqué pour reconnaître des labos indépendants, sérieux, et les méthodologies fiables avant de crier à la science. Et je pense que ça relève de nos propres biais à nous. On doit faire attention à savoir lire une étude, savoir si elle tient la route, savoir reconnaître des bonnes sources de mauvaises sources, parce que c'est pas parce que vous voyez une petite source mise en bas d'une vidéo TikTok que forcément la source est fiable, quoi. Et il y a aussi la polarisation politique qui explose, et il ne s'agit plus seulement d'être en désaccord, mais de considérer l'autre camp comme dangereux, voire illégitime. Et là, je vais pas m'engager sur ce chemin, je vais pas aller plus loin là-dessus. Donc déjà parce que j'en ai pas la compétence, hein, je vous déconseille de m'écouter sur la politique. Et je déteste la vulgarité et la violence assumée des politiques actuelles, où là aussi je trouve que
Avant, alors c'est peut-être une biais de mon esprit, j'avais l'impression avant que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques étaient des personnes qui étaient cultivées, qui avaient une vraie connaissance de l'histoire, de la politique, voilà, et qu'aujourd'hui en fait on a des pimpins qui clairement nous gouvernent et qui n'ont plus ces compétences aujourd'hui, et donc c'est ce que je regrette le plus. Mais voilà, leur vulgarité et la violence et l'agressivité qu'ils assument aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement dangereux, et j'aime pas bien vivre dans un monde comme celui-là. Donc vous en penserez ce que vous voudrez, mais la polarisation en politique, c'est clairement un truc qui nous fait être dans l'émotionnel et qui donc peut nous amener à la fracture sociale. Et c'est Cass Sunstein qui, dans République en 2017, a montré que l'isolement informationnel conduit les groupes à devenir plus extrêmes dans leur position. Et on comprend aisément pourquoi. C'est-à-dire que plus on s'isole dans une information qui est, admettons, je dis n'importe quoi, je suis platiste, et donc je vais ne regarder que des choses comme ça. À partir du moment où je m'isole dans cette croyance, parce que bon, la plupart du temps, ils vont trouver des personnes sur Internet, ils vont moins trouver des vrais gens dans la rue qui vont partager cette idée-là, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, donc c'est plus facile de les trouver sur Internet. Donc il y a un isolement aussi, il y a ce biais de confirmation dans lequel on tourne, et plus on va chercher des informations comme celle-là, euh, admettons que ce soit moi, hein, et que je commence à m'intéresser à ça, je vais commencer à voir de plus en plus de choses, de plus en plus d'arguments qui vont m'amener à cette croyance, et donc quelque part, la société, dès que je sors de chez moi, qui parle de faire le tour du monde, que la Terre est ronde, que si et tout, ça peut clairement m'énerver en fait, puisque moi je suis convaincu de l'inverse. Euh, donc ça peut vraiment amener à être plus extrême, plus à fleur de peau. Il faut faire attention à ce qui nous amène dans un émotionnel fort, dans une revendication. S'il y a un sujet qui nous amène à être tout le temps dans la revendication, c'est pas très bon signe sur le plan psychologique et sur le plan social. La plupart du temps, on va avoir des personnes qui vont pas vouloir rentrer dans cet extrémisme, qui vont pas vouloir rentrer dans le fait de tout le temps discuter de la même chose, qui vont pas aimer que à chaque fois, quel que soit le sujet qu'on aborde avec ces personnes, ces amis ou quoi, ça finit toujours par retomber sur les mêmes sujets, sur le sujet qui les préoccupe à eux. Donc bon, il faut sortir de là, parce que exposés uniquement à des opinions similaires aux leurs, les individus se radicalisent et perdent toute capacité à dialoguer avec l'extérieur. C'est donc ainsi que des familles se divisent, que des amitiés se brisent, et que le camp d'en face, entre guillemets, devient un ennemi moral plutôt qu'un adversaire politique, par exemple. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut recoller les morceaux? Comment est-ce qu'on peut essayer de reconstruire un socle commun? Comment est-ce que la psychologie, la connaissance de soi, la prise de conscience va pouvoir nous aider à ne pas rejouer ce même symptôme collectif? Eh bien, recréer une réalité partagée ne signifie pas imposer une vérité unique. Il s'agit plutôt de garantir un socle commun, de faits vérifiés autour duquel les opinions peuvent diverger. Et il ne s'agit pas d'en faire une liste, hein, mais qu'en découle comme une méthode pour parler et aborder le socle commun, justement. Ça peut passer par ce que j'aime beaucoup, moi, il y a pas mal de personnes qui font ça de plus en plus à l'école en primaire, c'est l'éducation aux médias et à l'esprit critique. Dès l'école, pour apprendre à repérer les biais et vérifier les sources. De comprendre que une source qui a un conflit d'intérêts, en général, c'est pas très bon signe. Que de savoir vérifier que ce que quelqu'un qu'on aime qu'il dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Quelqu'un qu'on n'aime pas quand il dit quelque chose, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est faux. Et tout ça, il faut l'apprendre en fait, ça fait partie de nos biais. C'est-à-dire que si, je ne sais pas vous qui écoutez ce podcast, peut-être que vous aimez bien le podcast, c'est pas parce que vous l'aimez bien ce podcast que je peux pas dire des grosses bêtises à l'intérieur. Et de la même façon, quelqu'un qui n'aime pas du tout ma personne, ma façon de parler, mon contenu ou quoi que ce soit, eh bien, il peut pas rejeter en bloc tout ce que je dis non plus. C'est pas parce qu'il ne m'aime pas que je ne dis que des bêtises. Donc, cet esprit critique-là, il est hyper important que nous le gardions en mémoire.
Il faudrait qu'il y ait davantage de transparence des algorithmes et qu'il y ait une régulation des plateformes afin que nous sachions pourquoi nous voyons tel ou tel contenu. Je trouve que c'est hyper important c'est une discussion que ça j'ai beaucoup avec mes amis en ce moment. Il faut comprendre l'IA, il faut comprendre l'intelligence artificielle, il faut comprendre comment ça marche. Parce que si on comprend comment ça marche, eh bien on peut mieux savoir quels sont les effets que ça a sur nous, quels sont les comportements que ça va faciliter et quels sont les comportements ou les systèmes de pensée qu'éventuellement ça risque d'éteindre. Je trouve que c'est hyper important et c'est de la même façon connaître les algorithmes. Connaître un algorithme, comment il fonctionne, comment est-ce que ça se passe, ça permet aussi de savoir pourquoi est-ce que je vois tel type de pub, pourquoi est-ce que je vois tel type de contenu, pourquoi est-ce que je suis pris là-dedans en fait, et je trouve que c'est très 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 important. Donc une transparence des algorithmes, mais aussi des entreprises avec qu'est-ce qu'elles recherchent, quel est leur but. Il faut aussi maintenir à tout prix des espaces de dialogue hors ligne. Et là, bien sûr que je fais de très peu de cas une généralité, mais il y a des personnes, alors je le vois pas mal dans les personnes que je suis en téléconsultation, qui ont très 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 peu de vie hors ligne aujourd'hui. Et je dirais pas que c'est la cause de leur difficulté, je dirais plutôt que c'est une des conséquences. Mais le problème, c'est que ça vient s'inscrire dans ce cercle vicieux. Et donc, favoriser les rencontres réelles avec ces nuances et ces silences et cette façon d'être incarné, hein, je le redis, je suis sûr que je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais quand on est derrière un écran, entre guillemets, notre corps, il risque pas grand-chose. Donc on s'autorise des écarts et des sorties pulsionnelles, je dirais ça comme ça, qui font que on a un comportement sur les lieux, sur les espaces virtuels, sur les espaces numériques, qui n'est pas la réalité de notre vie et de notre condition d'être humain. Donc, pouvoir retrouver davantage d'espaces de dialogue hors ligne, d'être incarné dans les relations à l'autre, ça permet de se rappeler et de revoir que, en fait, les gens, quand on les rencontre en face à face, ils sont pas aussi bêtes et bornés et violents et agressifs que sur Internet. Donc, c'est quand même rassurant sur la condition, enfin, sur notre espèce. Donc, je trouve que c'est toujours important. Aujourd'hui, la fenêtre Internet au sens très très large nous donne quand même assez souvent une piètre image de notre condition d'être humain. Il y a aussi des solutions de journalisme collaboratif et participatif qui impliquent les citoyens et recréent un lien de confiance avec l'information quand on sait qu'elle est recoupée et que beaucoup de personnes y ont travaillé dessus. C'est bien de connaître les éthiques et toutes ces choses-là. Et là, je prêche encore pour ma paroisse, c'est la prise de conscience et l'introspection. Parce que pour reconstruire un socle commun, il faut aussi prendre conscience de qu'est-ce qui nous a écartés de ce socle commun, qu'est-ce qui nous a empêchés de pouvoir comprendre que finalement, avec l'autre, on partage plus de choses, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous éloignent, qui nous déchirent. Et c'est hyper important de retrouver ça dans notre introspection, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on réfléchit. J'avais déjà parlé de ce livre sur les réseaux. Je vous conseille vraiment d'aller lire Factfulness. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que en fait on a une vision extrêmement dégradée du monde d'aujourd'hui, alors que dans les faits, si on prend pléthore de sources et de signes qui prennent la température de différentes choses, par exemple l'accès à, à des, à des traitements médicamenteux, l'accès aux toilettes, l'accès à l'eau potable, les revenus, la capacité à se nourrir, à se chauffer, le nombre de guerres, le nombre de morts par mort violente, toutes ces choses-là, en fait, ça s'améliore. On dirait pas quand on regarde les infos, quand on regarde les médias, mais en fait, tout ça, ça s'améliore. Il n'y a qu'une chose qui ne s'améliore pas, c'est la crise écologique. Mais tout le reste, mine de rien, s'améliore. Donc c'est hyper important d'avoir une prise de conscience qui nous sort un petit peu de ce tout émotionnel.
Et je voulais également dire que Daniel Kahneman dans Thinking Fast and Slow, un super bouquin que je vous conseille aussi, parce que sur le plan psychologique, c'est super intéressant de voir que on a vraiment deux systèmes de pensée, un rapide et un lent, et que le système rapide, grosso modo, en vulgarisant, c'est le circuit émotionnel, que donc du coup, il est très 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 biaisé, et que le mode de pensée lent, il est beaucoup plus fiable. Donc, il faut qu'on retourne à ce temps long et à tout ce qui nous fait réagir en général n'est pas bon signe. Donc c'est Daniel Kahneman qui disait justement que ces biais sont inévitables, mais qu'ils peuvent être compensés par des systèmes collectifs de vérification. C'est pas facile de prendre le temps de réfléchir et de se désaffecter au sens émotionnel tout seul, mais si c'est quelque chose qu'on prend l'habitude de faire avec ses proches, avec sa famille ou quoi, eh bien on peut être moins dans le réactionnel, ça peut être intéressant. La réalité partagée, cette colle invisible, comme je l'ai appelée, qui tient nos sociétés ensemble, quand elle se fissure, c'est tout le reste qui s'effondre. La confiance, le dialogue, la coopération, et à terme, eh bien, ça peut être la société, la démocratie, etc. Mais bon, j'ai pas envie d'être alarmiste, hein. Et c'est pas seulement une question de vérité abstraite, c'est une question de survie collective. Parce que c'est pas que on aura tous, toutes et tous, une même vérité, une même réalité. C'est accepter que nous avons tous des réalités divergentes, différentes, mais qu'il faut les faire cohabiter sur ce socle commun, parce qu'il ne pourra pas en être autrement. La vérité n'est pas l'accord des opinions, mais c'est ce qui résiste à l'épreuve des faits. Cette semaine, je vous propose donc un petit exercice. Choisissez un sujet qui vous tient à cœur, l'écologie, l'économie, la santé, votre sport favori, et cherchez délibérément un point de vue opposé au vôtre. Pas pour changer d'avis, hein, pas forcément en tout cas, mais pour élargir votre champ de vision. Parce qu'une démocratie saine, c'est un endroit où, même en désaccord, on parle encore du même monde. Donc si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, éventuellement à le commenter, parce que Citoyen, c'est pas seulement un podcast, c'est une invitation à faire société autrement, en ayant davantage confiance de soi, confiance aussi, pourquoi pas, j'aime bien ce lapsus, mais voilà, en ayant plus conscience de soi, de son fonctionnement psychologique, des biais qui nous habitent, de nos potentiels, eh bien, on peut réussir à mieux vivre sa vie, donc à mieux vivre nos relations, et donc à mieux vivre en société.